Wouch! Donc wouch à toi chers spectateurs et re-bienvenue pour un nouvel épisode des Enfants de l'Absurde, cette magnifique émission où je suis entouré évidemment de Fabien Condamina et de Mathieu Terminator Hag. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de deux classiques chefs-d'œuvre du cinéma moderne, deux classiques. Donc d'un côté Terminator et de l'autre Robocop, mais Fabien avait malheureusement laissé son casque Robocop chez sa maman, et ouais. donc il ne l'a pas avec lui là, mais l'idée est là. Donc deux chefs-d'œuvre. Alors moi je ne placerai pas de mots sur Terminator parce qu'il y a déjà une chronique avec Hugo Joubert dessus, donc voilà, je dirais juste un avis global. Ce sera plus intéressant d'avoir l'avis de ces deux loulous dessus. Et ensuite on parlera donc de Robocop. Donc Fabien, Terminator, qu'est-ce que c'est Terminator ? Qu'est-ce que c'est Terminator? Eh ben, ça raconte l'histoire, donc on est en 4, donc le film est sorti en 84, donc on est dans les années 80, et débarquent sur la planète Terre deux personnes. Tout d'abord un robot qui est nommé le T, je sais plus. C'est le T800. Le T800. Voilà, donc qui arrive sur la planète, qui a un but assez franc, c'est tuer une jeune demoiselle. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi au début. Et en même temps arrive un autre Gugus qui est nommé Kyle. Et ils arrivent à poil tous les deux, c'est le principe du film. Et il arrive là, lui, pour essayer de sauver cette dame qui est en danger. Et qui se nomme Et qui se nomme Sarah Connor. La fameuse Voilà, Sarah donc Connor. bon, vous connaissez tout ce pitch, j'essaie de faire très généraliste et sans trop spoiler, mais en gros c'est ça. C'est Voilà, ça. et il viendrait du futur. Point. Et c'est toujours bien de le rappeler. Ouais, qu'ils voilà, viennent il vient du futur. Mathieu, alors, Terminator, est-ce que c'est toujours bien ou est-ce que c'est moins bien ? C'est toujours bien. Il faut savoir que c'était le premier vrai film de James Cameron, puisque son premier film, à la sortie de l'écurie Corman, c'était Piranha 2. Ouais. Ce chef-d'œuvre qui est Piranha 2 avec des piranhas volants. Alors donc, comme je l'ai dit, James Cameron venait de ce qu'on appelait l'écurie Corman, c'est-à-dire qu'il apprenait à tourner vite et bien, mais avec certaines contraintes particulières, des contraintes de sexe et de violence, parce que Roger Corman. Roger Corman, merci. Corman, Cameron, c'est pour ça. Avait fait travailler beaucoup de monde et il avait fait travailler d'abord James Cameron comme responsable des effets spéciaux. C'est pour ça que les effets spéciaux sont toujours bons dans Terminator, parce que justement ils sont travaillés pour être bien intégrés dans l'histoire. L'histoire est super bien écrite. Alors, elle a été écrite en Italie, justement, dans son déplacement pour tourner Piranha 2. Il faut savoir que là, il est tombé malade et il a eu un cauchemar où il se faisait forcer dans sa cuisine par un robot. Mais lors de la sortie de Terminator, vu que c'était un grand succès, il y a un auteur, Harlan Ellison, qui a dit que, et ça c'est une histoire que j'ai écrite, et il a montré un épisode de la 4ème dimension, si je me souviens bien, de Twilight Zone, où il y a aussi une histoire de combattants du futur qui arrivent dans le passé. Donc, pour éviter des emmerdes, il était crédité au générique, mais techniquement, James Cameron, c'était lui qui était à la manœuvre en tout, et ce film est vraiment, pour moi, génial, pas seulement parce que c'est un film qui a déterminé une bonne partie du cinéma d'action par la suite, c'est pas parce que c'est aussi celui qui a permis d'avoir la meilleure suite de tous les temps, selon je crois que c'est le Guinness Book des Records qui avait marqué ça, que justement c'était le Terminator 2 qui était la meilleure suite de tous les temps, parce que c'était celle qui respecte le mieux le matériel d'origine, mais elle est plus loin encore. Est-ce que c'est quantifiable dans un Guinness Book, ça, de dire que c'est la meilleure suite de tous les temps ? C'est pour ça que je suis pas sûr que ce soit dans ce Guinness Book, c'est peut-être dans C'est un vrai autre qu'il est truc, bon, c'est vrai qu'il enfin, faut la ah oui, oui. mais il a eu ce titre-là. Et ça se voit pour Terminator 1 par la profusion de détails qui est dans l'écriture, c'est génial. Donc moi au niveau surtout narratif, technique, rien à redire. On peut toujours le mater. Alors on a rigolé un petit peu quand on voyait les mannequins pour faire certains effets spéciaux. Ouais, je trouve ça Mais passe. ça passe, parce que justement ils sont pas mal faits, et surtout ils sont utilisés intelligemment. Voilà pour mon... Est-ce que tu penses, Mathieu, que James Cameron l'a rêvé aussi à poil, les gens, quand ils apparaissent Ah oui, oui, c'est le point le plus important quand il est arrivé. Tu dis, il faut qu'il soit nu. Il faut Parce que j'aime bien les grands hommes autrichiens. Ah, peut-être pour ça que pour lui c'était un cauchemar. Alors. C'était un des deux. Il se remet en question à ce moment-là. Peut-être que oui, parce que justement, dans son cauchemar, peut-être qu'il le décrivait, c'était un torse de robot tout nu, tout sans chair. Donc là aussi, une striptease. Bon bah ouais, Terminator, et toi ça faisait longtemps que je l'avais pas revu.
et j'étais bien content de le revoir. Terminator, oui, pour moi c'est un classique de SF et il a monté des millions de codes de films d'action science-fiction, c'est sûr, dans les années 80-90. Moi, ce qui me plaît toujours dans ce film-là, c'est le mélange des techniques. Donc, on a vraiment des effets spéciaux, on a de la maquette, on a du stop motion, on a de l'animatronique. Voilà, donc. Il y a des incrustations. Des incrustations. Même de la projection sur toile avec les personnages qui passent devant dans un décor réel. Et en le revoyant hier, je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il utilise toutes les techniques qui étaient bonnes à prendre à l'époque et qui sont un peu perdues dans les années 90, quoi. Mais voilà, Stan Winston, bon, paix à ton âme, mais t'étais un dieu, quoi. T'avais créé vraiment une industrie de ouf. Et oui, certes, les plans d'animatronique ont vieilli, mais je trouve que c'est ce qui donne le côté charme au film encore aujourd'hui, en fait. J'ai pas trouvé ça ridicule. Malgré ça, on reviendra après, mais par rapport à Robocop, Robocop a peut-être a mieux vieilli, je pense, que Terminator au final. Oui, mais c'est pour des raisons, on va voir, c'est pour des raisons assez particulières, mais ouais, on sent que les deux ont des plastiques et en plus ils ont 3 ans d'écart, donc 3 ans de technique entre temps. Mais ils ont utilisé la même technique. Ils avaient deux manières de concevoir les effets spéciaux en fait. Quand tu vois James Cameron, c'est un mec qui est passionné par tous les effets spéciaux et toute l'histoire des effets spéciaux. Paul Verhoeven, c'est quelqu'un qui est dans l'air du temps, qui est avec son temps et qui va absolument être avec les techniques les plus avancées de son temps. Mais la stop motion était déjà améliorée en 3 ans. Ce qui fait que ceux qui connaissent un petit peu Starship Troopers, des films comme ça, c'est des films avant-gardistes au niveau de la technique, effets spéciaux par ordinateur ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Donc ouais, exactement. Pour moi, c'est un grand classique. Que dire de plus, le rythme passe très très bien. Et le jeu des acteurs alors. Schwarzy fait un des premiers rôles de Schwarzy, je crois, c'est un de ses premiers. Ou en tout cas qu'il a révélé vraiment plus. Il y a eu Hercule à New York, non, avant. Il y a Conan, il y a eu Conan. Oui, il y a eu Conan, enfin voilà. Mais à chaque fois, c'est des rôles de bonhomme, quoi. Mais voilà, et de mal alpha. Ce film-là, il est badass parce que Schwarzy, il est badass. Bon, après, je pense qu'il y a le plus mal vieilli dans le film, et là, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est le scooter de Sarah Connors. Ça oui, malheureusement son scooter, là ça marche. Ça marche plus ça aujourd'hui. Non, sans blague à part, mais ouais, non, c'est vrai que non. Moi, même pour l'époque, c'était trop futuriste en fait, je pense. C'était ça, ce scooter. C'est le futur plus utilisable. Non, puis les scènes d'action sont bien rythmées, ça marche bien. D'ailleurs, il y a la scène dans le commissariat où il arrive pour défoncer tout le monde. Je trouve qu'il y a des plans vraiment classe dans cette séquence-là. Mais non, la mise en scène en général de James Cameron est bien dans ce film. Ouais, donc c'est un classique pour moi, donc je ne peux pas cracher dessus. Et est-ce qu'on peut revenir rapidement, vu que j'en profite que je vous ai tous les deux, est-ce que James Cameron a eu un gros chèque, vous pensez, pour dire que Terminator Genesis était la vraie suite de Terminator 2 je pense que oui. Donc moi je ne l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vu parce que j'ai vu que les deux premiers, donc je pense que c'était les deux meilleurs, j'imagine. Oui, j'ai vu que les deux premiers. Je sais pas, je pense que oui, je pense que oui. Un peu plus que... Non, parce que très franchement, moi quand je vois la gueule du 1 et du 2, qui sont peut-être les plus grands films de SF de l'histoire du cinéma, et que je vois le Terminator Genesis, et que James Cameron a osé dire quand même que Terminator Genesis c'était la suite légitime à son Terminator, le Jugement Dernier, bah moi j'ai vraiment envie de croire que le chèque soit était très conséquent, soit on a menacé de buter sa femme si jamais il disait que Terminator Genesis c'était une grosse daube, quoi. Alors je serais pas aussi extrémiste que toi, mais effectivement je pense qu'il avait besoin d'une rallonge pour Avatar 2. Voilà, ça devait être ça. Et en sachant qu'en plus il arrête pas de le repousser, il a besoin de tout le temps. Et du coup celle qui joue, comme je l'ai pas vu, je pose la question là, mais... Linda Hamilton non, dans le Genesis, le dernier, celle qui la star de Game of Thrones, elle joue qui en fait par rapport à Sarah Connor? Elle joue Sarah Connor version Linda Hamilton dans Terminator dans le premier. Elle joue cette version-là, mais une version plus jeune et il y a deux Terminator qui de périodes différentes qui se battent, c'est ça? Il y en a 3. Ah d'accord, ouais. On verra si je le regarde plus tard. Bref, on va pas revenir sur ce film-là. Ben voilà. Mais en tout cas, le premier est un classique. J'ai rien à dire. Après, au niveau du casting, bon ben voilà, il y a Schwarzy, qu'est-ce qu'on retrouve Michael Biehn. Moi j'adore Michael Biehn, je trouve que c'est un acteur génial. Et c'était un des acteurs fétiches de James Cameron. Il l'a fait tourner dans Abyss, il a tourné aussi dans Aliens 2. Voilà, dans Aliens 2, enfin voilà, il l'avait aussi. Même James Cameron, il a pris ce casting-là, il va la reprendre après. Il va même reprendre Bill Paxton aussi, Bill Paxton, qui a repris plusieurs fois. Il en a trouvé des... Et même, je repense à ça parce qu'on a vu la 5ème vague il y a pas très longtemps. La relation amoureuse de Sarah Connor et de Kyle m'a fait vachement penser, mais en mieux, mais tellement en mieux, et même bon, il y a un petit côté kitsch dedans, mais tellement plus élaboré et tellement plus intéressante que Chloé Grace Moretz. C'est vrai qu'il y a un peu cette idée dans le sens à ça. Créature un peu étrange et personnage. Ouais, c'est vrai que dans cette idée-là, ouais.
Et, Sans doute parce que la les personnages étaient saccade mieux vague, écrits, étude au sens où ils avaient des comportements plus réalistes. Ouais, et tu me dis aujourd'hui on fait plus pourri que ce qui a pu vieillir déjà un petit peu, donc je trouve ça horrible. Mais bon, ça me fait penser à ça. Donc ceux qui auront la 5ème vague, C'est là qu'on voit la qualité justement d'un auteur comme James Cameron. Ouais. Exactement. Ouais. Bah voilà. On va rebondir sur Robocop. Oui, Donc, Robocop, film de Paul Verhoeven, réalisé en 1987, mais comme d'habitude sorti en 88 en France. Mathieu, de quoi parle Robocop? Alors Robocop, c'est l'histoire de la ville de Détroit, donc aux États-Unis, dans le Michigan, qui est tellement pourrie par le crime que justement une société privée, OCP, commence à racheter un petit peu tous les services publics, dont la police, et tout ça dans l'idée justement d'assainir la ville afin de pouvoir construire Delta City. Or, justement, il se trouve que les gentils monsieur qui proposent des sous pour aider la ville sont aussi de sacrés salopards qui... Je vois pas ce que tu veux dire. Hein. C'est non, des gens si. très appréciables, hein, Voilà. franchement. Ils jouent en bourse, avec une bonne bourse. Mais enfin bref. Et ils sont... Il y a un salopard, Clarence Broderick, si je me souviens bien de son nom, qui tue un policier qui venait d'arriver à Détroit, et donc qui s'appelait Murphy. Et Murphy n'étant pas complètement mort, il va être transformé par OCP pour devenir Robocop. Pour ça, il va falloir lui arracher ce qui lui reste de chair en trop et lui effacer la mémoire pour mettre tout ça dans un sarcophage de fer pour aller buter de la gueule aux méchants. 50% humain, 50% robot, 100% flic. C'était Voilà. la phrase d'accroche, je crois, c'était ça. Ça, c'était de la phrase C'était d'accroche. Oh putain, on fait plus ça. Eh ben vas-y Mathieu, enchaîne tout de suite. Quel est ton avis sur Robocop? Excellent, mais tout simplement excellent. Et d'ailleurs, je voudrais plutôt que ce soit vous qui donnez votre avis, parce que moi j'aurais une question à vous poser ensuite, donc pour faire un petit débat. Donc, je le sens allez, bien. d'accord. je le sens bien. Voilà. Vas-y, Fabien. Ben moi je ne connaissais Vu que... pas. Ah bah oui, c'est vrai que c'était Oui. le petit puceau de la soirée. Hein. Hier soir c'était moi pour une fois. Tout le monde y arrive. On aime bien mettre un puceau dans la soirée, je sais pas pourquoi. Alors, on avait ouvert la saison avec moi comme puceau d'Apocalypse C'est Now. vrai, Là, c'est on vrai. continue avec toi Allez. comme puceau de Robocop. Donc oui, je ne le connaissais pas, en tout cas le premier Robocop. Moi je connaissais en fait la série, il y a eu une série. Oui, il y a une 80. série En fait, qui voilà. a eu qu'une seule saison d'ailleurs. Ouais. non, Et il y avait une série animée, je crois même aussi. C'est ça, ouais. Et j'ai regardé plus ça quand j'étais jeune, j'avais même ma petite figurine Ouais. avec, tu pouvais changer, il était blessé et tout, comme dans le film pareil. Alors quand j'ai vu le film, j'ai fait ah putain, elle vient de là cette figurine. C'était vraiment. Voilà. Bref, non, donc je ne connaissais pas Robocop, dans tout cas celui-là. Et j'ai beaucoup aimé, je m'attendais vraiment pas à aimer autant, je pensais que ça avait même plus vieilli que Terminator au final. Ouais. Et je le trouve aussi classe, aussi badass. Je le trouve vraiment cool. J'aime bien le côté brut de Pomme dans le sens où ils assument à fond le côté un peu... les séquences violentes sont vraiment violentes de A à Z. Après, il n'y a pas de messe basse, tout est franc. Tous les personnages ont leur couille à porter. Ils sont tous là, présents. Et le rythme marche très bien aussi. Le scénario est assez basique dans un sens, mais il fonctionne parce qu'il est subtil par moments. J'ai bien aimé la relation qu'il avait avec sa famille, enfin la relation quand il va se remémorer en fait, qui il est, d'où il vient, et la famille, sans qu'on l'ait vu vraiment exister, mais dans ses rêves et dans ses pensées, je trouvais ça bien amené. Et la naissance de Robocop, ne pas voir en fait, le côté un peu contre Frankenstein, voir vraiment la personne se faire, comment ils l'ont amené dans le film, donc je vais pas spoiler, mais C'est très cette intelligent. vision-là est très intelligente et marche très très bien. Parce qu'on se sent vraiment à la place de ce personnage-là. J'ai beaucoup aimé, et si je me le trouve en DVD, je pense que je me l'achèterai. Donc, Tu achèteras ça je- pour $1. c'est ça, j'achèterai ça pour J'achèterais pour $1. Donc je suis content de l'avoir vu et j'ai vraiment kiffé, ouais. Your turn, creep. Eh ben, moi, ça doit faire la 10e fois que je le vois dans ma vie, Robocop. Je trouve que c'est toujours une œuvre qui est extrêmement bien foutue, très bien montée, très bien réalisée, très bien jouée, subversive comme c'est pas permis et comme ça devrait jamais se le permettre, mais c'est ça qui est bon, intelligent. Moi j'adore la parabole christique que met Verhoeven dans la plupart de ses longs métrages, et ici ça fonctionne extrêmement bien, c'est très très bien amené. La mort de Murphy est juste à glacer le sang. Ah ouais, Enfin, elle est cette séquence, exceptionnelle, elle est superbement bien faite, il y a beaucoup de second degré, il y a beaucoup d'humour très, très à la mode pour Paul Verhoeven. Enfin, ça... Moi j'adore de toute façon tout son cinéma, même Showgirls, très franchement, même Showgirls. Je l'ai pas vu. Mais Paul Verhoeven, moi je trouve que c'est un auteur vraiment emblématique, et ce film-là, très certainement, c'est son chef-d'œuvre avec Basic Instinct.
Même si je serais très fan de Starship Troopers, je trouve que c'est ou de son... Total Recall. Ouais, mais je t'avoue quand même, je trouve que c'est 2 vrais chefs-d'œuvre, ça reste Basic Instinct et Robocop, parce que Robocop c'est de la SF comme Total Recall, mais autant Total Recall est culte, autant Robocop je le trouve c'est un classique. Parce que autant au niveau de sa forme, au niveau de la manière dont c'est foutu, au niveau de l'époque à laquelle il a été fait, au niveau de ses effets spéciaux, on va en parler, au niveau des personnages, au niveau des acteurs qui sont très ancrés dans cette époque-là, je trouve que c'est un classique de cette période-là, vraiment. Effectivement. Et le costume il est encore badass aujourd'hui. Ah oui. Tellement bien. Tellement. Non mais la mobilité du costume, tu sens que dans les... Par exemple, je prends l'exemple des Batman où ils étaient tous coincés parce que c'était en latex, ils pouvaient pas bouger, tu vois, c'était limite un peu. Mais là c'est un mec, un robot, il est en métal, mais il a une mobilité, le costume était hyper bien pensé pour À l'époque. savoir aussi que quand même, Peter Weller, qui était dans le costume, a perdu plus de 10 kilos à cause de transpiration, tellement il a, tu m'étonnes. on a dû arrêter pendant, je crois, une semaine le tournage, le temps qu'il se remplume un peu. Ouais. Oui, tu m'étonnes, parce que vu le poids du machin, il va en perdre du poids. Hein. Ouais. Alors dans ce cas... Alors quelle est ta question? Oui, voilà, Ma question. Comme vous l'avez dit, ce sont 2 films cultes, ce sont 2 films qui ont révolutionné aussi l'art du film d'action. Est-ce que vous pensez que maintenant que nous sommes dans une période justement où les films d'action sont beaucoup plus aseptisés ou beaucoup plus calibrés, on puisse réavoir un renouveau, un ressouffle épique qui reviendrait pour nettoyer un petit peu... par exemple, la 5e vague, il est un peu cucu, quoi. Il est con, je pense que tu peux t'arrêter là, il est très con. Moi j'ai trouvé Mais très donc, mauvais. est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à la fin d'un cycle pour redémarrer, pour relancer de vrais films d'action subversifs et surtout qui entraînent les spectateurs? Alors moi je te dirais que c'est déjà en marche avec George Miller pour Mad Max Fury Road. Le côté subversif, il ne reviendra jamais. Aujourd'hui, c'est plus possible de faire des films aussi subversifs qu'à cette époque-là. Parce que, étrangement, tu regardes un film comme Robocop, à l'époque, c'était juste rated R. Et aujourd'hui, ça n'arriverait jamais. Enfin, un film comme ça, si ça ressortait aux États-Unis et que ça te passait devant la commission de censure, ça aurait un X facilement, quoi. Pour son côté trash, pour sa violence un peu gratuite, même si ça a de l'impact et si ça a de l'émotion derrière, ça repasserait devant un comité de censure aujourd'hui, ça serait rated R, c'est rated X direct. Et c'est comme Terminator. Je crois qu'à l'époque, Terminator était pas rated R, il était PG-13. Ouais, peut-être. Ce qui est quand même ultra entre guillemets laxiste de la part du comité de censure. Aujourd'hui, ça arriverait. T'as bien vu ce qu'il faut faire pour avoir un PG-13. Maintenant, faire Terminator Genesis où il y a pas une goutte de sang, où t'as aucun cadavre quasiment, et où quand il y a un cadavre, il est montré hors champ. Enfin, ah non, moi je te dirais que niveau révolution de blockbuster, George Miller est là. Niveau subversif, faut aller dans du cinéma underground. Type Turbo Kid ou des trucs comme ça, où là vraiment on a un cinéma qui veut être subversif, qui tente des choses. C'est plus dans le cinéma de genre qui vont tenter ce genre de choses. C'est plus dans le cinéma de genre, Jean-Maurice le disait, ce qu'on va voir, la Men and Chicken, c'est du cinéma subversif. Mais c'est du cinéma de genre, c'est danois, Men and Chicken. Comme ça. Ouais, enfin voilà, faut aller dans les autres pays, des pays qui ont une production qui est plus libre et qui se permet plus de choses. Mais dans le blockbuster, on n'aura plus jamais de films grand public comme ça aussi subversifs. Non, en tout cas, aussi facilement, visiblement en salle, non, c'est sûr que ça sera plus... Bon, moi, c'est une question de période, c'est sûr, on a eu une période, ça prendra le temps qu'il faudra. George Miller, bon, il va pas rester vivant non plus beaucoup d'années, mais c'est vrai que c'est un des... Mais il a dit qu'il voulait refaire un Mad Max et qu'ensuite il a arrêté vraiment les Mad Max. Oui, mais dans le sens... je pense avec ça, il va arrêter le cinéma. Nous, on a eu un espoir l'année dernière en disant, tiens, on est capable de faire autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui, qui est complètement aseptisé, voilà, et c'est pareil. La façon de faire des plannings, par exemple, moi je prends l'exemple de Marvel parce que Marvel c'est l'exemple type des blockbusters. Disney en général, je trouve. Ou même de Disney un petit peu. Mais oui, voilà, déjà planifier tous leurs projets et on a une overdose. Là, on a vraiment une overdose. Je pense qu'à l'époque, il y en avait aussi pas mal qui sortaient. Mais je pense pas qu'il y avait ce côté... c'était plus équilibré dans un sens, parce que autant il y avait beaucoup de films qui sortaient, et beaucoup de films importants qui sont sortis dans les années 80, mais autant ils étaient espacés, et c'était des films qui étaient très différents. Il y a eu Die Hard, il y a eu Robocop, il y a eu Terminator, enfin t'as eu toute cette série de films qui sont sortis dans cette période-là, mais c'était des films qui petit à petit ont apporté des nouveaux icônes de cinéma, et qui les ont dilués au fur et à mesure de toute une décennie. Là maintenant on se tape dans un bloc de 6 ans à peine, 14-15 films de super-héros qui brassent tous les mêmes thématiques, qui sont tous dans les mêmes canons et qui cherchent pas à innover, si ce n'est avec une mise en scène ou avec un traitement des personnages. Ou avec des références. On semble avoir Katniss Everdeen comme icône de combat, quoi. Ça reste intéressant. Enfin, mais c'est pas c'est une autre interprétation, je trouve. Tu vois, c'est une interprétation très féminine et moi je la trouve intéressante de ce point de vue-là. Je suis une femme d'accord. Moi, pour te donner un ordre d'idée, je trouve que le truc le plus subversif qu'on ait eu jusqu'à maintenant dans le monde du blockbuster au niveau Marvel,
c'est Captain America The Winter Soldier, où on nous fait une espèce de théorie du complot vaguement dissimulée derrière le côté blockbuster. C'est la seule chose que j'ai vue de subversive dans l'univers Marvel, parce que sinon le reste c'est archétypé à un degré stratosphérique. Et moi ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'on va faire des trucs super aseptisés, qu'on va vouloir faire des références à des classiques, et qu'on est dans une période de remake, de préquel à, et moi je commence vraiment à saturer, à en avoir marre de quand, bon, après certains films ça va me plaire de les revoir, voilà, Jurassic World, c'est un plaisir de voir la suite de la saga, avec des hauts et des bas, mais voilà, on fait que des remakes, on a vraiment plus cette originalité qu'il y avait avant, vraiment. À part Mad Max qui sortait un peu des gonds et techniquement c'est une suite. Et techniquement c'est une suite, mais il peut se regarder à part, quoi. Oui, c'est ça qui est intéressant. Mais voilà, moi je commence vraiment à en avoir marre, et c'est dommage parce qu'on ne reverra pas, on a cette âme des cinémas 80-90, et encore je pense qu'on parle aussi de nostalgie parce que ça nous a bercé aussi. Il y aura une autre période, il y aura d'autres films faits d'une autre façon, mais ça sera peut-être pas demain. Il va y avoir un boom. Il va falloir attendre encore un peu, je pense. Mais juste pour rebondir là-dessus, quand même, on a les deux exemples de Terminator et Robocop, avec Terminator Genesis et Robocop version 2014 de José Padilla. Et ben, Terminator Genesis, c'est quoi? Ça a été déglingué par quasiment tout le monde. Même les fans de Terminator n'ont pas compris qu'est-ce que c'était. Et le Robocop de José Padilla était très beau, mais ne savait pas mener le côté subversif de Paul Verhoeven et n'a pas réussi à saisir. Il n'est pas subversif du tout, le Robocop de José Padilla, et surtout, il va l'encontre même de la thématique de base du long métrage de Verhoeven, en essayant de créer une nouvelle thématique qui au début est intéressante, et qui au bout d'un moment comprend elle-même qu'elle perd du sens. Ouais, faudrait que je le regarde. Moi je donnerais juste un petit avis rapide sur le Robocop 2014. Moi j'avais bien apprécié parce que je trouvais justement qu'il y avait un écho au Robocop de Verhoeven, c'est l'utilisation du pathétique. Puisque justement, dans Robocop, le premier, c'est l'histoire d'un homme qui devient cyborg et qui essaie de récupérer son humanité, mais qui est, justement, on peut le dire, pathétique derrière sa carcasse de fer. Tu le trouves pathétique? Oui. Alors moi je dirais pas pathétique dans ce cas, parce que pathétique c'est vraiment... pathos, je veux dire. Ah oui, c'est du pathos, oui, oui d'accord, oui, ok. Et même le EDE 209, quand tu le vois se débattre après qu'il soit tombé dans les escaliers, justement, ça par contre c'est pathétique, mais ça c'est du décalage très peu. Dans celui de Padilla, justement, il y avait aussi cette quête de l'humanité, même si l'humanité était perdue différemment, moins d'une certaine manière, mais justement il y avait ce côté, nous sommes prisonniers, enfin, entre le pathétique et le tragique. Ouais, alors tu vois, moi, juste pour rebondir rapidement là-dessus, parce qu'on va pas faire un débat de 3 heures, mais en gros, moi ce qui me dérangeait dans le Robocop de José Padilla, c'est début génial, parce qu'il se détache complètement de l'œuvre de Paul Verhoeven, dans le sens, il a un nouveau personnage qui fait écho aux deux journalistes du début, mais qui est ultra charismatique et qui va mener le long métrage. Dezio Murphy est ancré dans la police depuis plusieurs années, de cette police-là, donc voilà, la police est corrompue. Un autre point qui n'était pas abordé dans le film de Verhoeven, où là c'était la police qui était manipulée par un gros groupe. Donc une nouvelle thématique. Robocop reste humain, même après sa transformation. Ce qui est supposé faire écho à un problème qui va être un autre, c'est-à-dire pas un homme déshumanisé qui va se réhumaniser, mais un homme humanisé qui va se déshumaniser. Le problème, c'est que la déshumanisation, elle arrive comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, ils se rendent compte, on a un petit problème, le robot... il est humain, donc ça ralentit ses réflexes. Donc on va lui enlever son humanité et comme ça il va plus avoir de problème. Okay. Ce qui est très très mal amené, moi je trouve, fait perdre tout son sens au long métrage et ne lui donne pas l'écho qu'il aurait pu avoir s'il était parti dans cette idée de un parcours inverse. Un personnage humain dans un corps de robot qui, en apprenant ça, va se déshumaniser. Okay. Et oui, je disais, là je reviens à carrément autre chose, mais dans Robocop, du coup, dans celui 87, pardon, grosse référence, du coup, pour ceux qui ont vu Chappie, moi j'y ai pensé hier soir, les robots, en fait, l'affrontement entre les deux robots peuvent faire vachement penser à Chappie. Voilà, à Chappie avec le robot de Jackman qui était l'élan, là je sais plus comment il s'appelait, et puis Chappie. C'est vrai que, à mon avis, ça devait être le film de chevet de. Ouais, je pense, grosse référence. Donc voilà, pour dire qu'encore on fait des références. Là, c'est une référence qui est plus cachée, qui est plus intéressante parce qu'il la détourne quand même. C'est pas juste pour faire référence à ça, mais il y a un côté vraiment Robocop dans ce côté-là. Donc oui, c'est deux classiques qu'il faut que vous voyez si vous l'avez pas vu. Si vous les avez pas vus, regardez-les. Si vous les avez déjà vus, re-regardez-les parce que c'est toujours bien de regarder ces deux classiques. Voilà, et puis sont indémodables.
on peut voilà, débattre des heures en comparant avec les nouveaux qui sont sortis ces dernières années. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de le voir quand même juste pour ça en tout cas. Moi je vais voir du coup le nouveau Robocop de 2014. Mais ouais. Bah, tu verras, non mais ça reste intéressant. Voilà. Donc voilà. Donc on se retrouve le 11. Non, oui, le 11. Le 11 pour... Alors c'est Men and Chicken, c'est ça? Je crois que c'est Men and Chicken. Ouais, c'est Men and Chicken, donc un film danois avec Mads Mikkelsen, donc ça sera intéressant. Voilà, et puis on attend avec impatience évidemment Les Nuits Fantastiques, dont le programme a été enfin dévoilé. Ça a l'air très intéressant. Alors pour le 11, je serai peut-être pas là parce que donc j'ai un travail, un tournage. Nous avons un grand régisseur juste à côté de nous. Oui. Un grand homme. Merci. Donc, ouais, donc ça se trouve, on sera que tous les deux. Tu nous diras, Mathieu. Nous verrons bien. Je ferai le maximum. Et ben voilà, et ben on va leur dire d'aller voir des films absurdes, parce que c'est bien de voir des films absurdes. Tout à fait. Et nous allons finir avec le cri de l'absurde séance, évidemment. Ouch. Non.